Physique de dieu grec, rapidité d'athlète, force démesurée et charisme qui mettrait en PLS le roi des Tchad. Baki a réussi à réaliser le rêve de chacun d'entre nous, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. En le suivant au cœur de son programme, on peut le voir repousser son corps au-delà de ses limites en s'imposant des défis surhumains dans l'unique but de devenir plus fort que son père, la créature la plus forte du monde et qu'on surnomme l'ogre Yujiro Hanma. Pour y arriver et devenir un vrai grappleur, en plus de son entraînement physique, Baki devra aussi prouver qu'il en est capable grâce à un contrôle parfait de son endorphine lors d'entraînements intenses et en subissant une expérience de mort imminente en chutant d'une falaise. Mais est-ce que l'endorphine pourrait vraiment avoir de tels effets? En quoi frôler la mort permet de devenir plus fort et en quoi s'entraîner comme Baki Hanma permettrait de devenir le meilleur? Mériter son titre d'homme le plus fort du monde, on verra qu'en dehors de ses gènes hors normes, Baki est loin d'avoir lésiné sur son entraînement. Mais avant de savoir à quel point son programme pour devenir l'homme le plus fort du monde est efficace, voyons d'abord si avoir 99 de stats dans tous les domaines serait vraiment atteignable en vrai. Baki a un meilleur physique que Chris Bumstead, en une pichenette il mettrait au tapis Khabib lui-même, et il est bien plus fort que ne l'a jamais été l'homme le plus fort de notre vrai monde, aka la montagne. Et si une telle personne n'existe pas dans la réalité, c'est que tenter d'être le meilleur dans chacun de ces domaines, dans le seul but de devenir le meilleur combattant possible, ne serait pas très efficace. Chaque entraînement est pensé pour obtenir des résultats dans un domaine précis. Et arrivé à un certain niveau, on gagnera sur des aspects, mais ce sera souvent au détriment d'autres capacités. Pour se le visualiser, j'aimerais vous parler de la Formule 1. Si un pilote de Formule 1 pèse moins qu'un autre pilote, il aura un avantage considérable. Parce que forcément, plus il est léger et moins de poids son engin aura à porter, ce qui lui permettra d'être plus rapide. Pour contrer cet avantage et mettre tout le monde sur un pied d'égalité, le poids des pilotes est réajusté avec des sortes de plaques en métal qu'on appelle des ballasts. Dans cette même idée, si un coureur d'endurance est trop musclé, alors son corps sera beaucoup plus lourd à porter et chaque foulée sera plus difficile à effectuer. Sauf qu'ici, si vous êtes plus lourd que les autres, tant pis pour vous. Les autres coureurs n'auront pas de ballast juste pour se caler à votre poids. L'intérêt d'un coureur de longue distance sera alors de trouver l'équilibre entre poids et force pour être le plus léger possible tout en ayant des muscles taillés pour la course d'endurance. A l'inverse, si une personne se focalise sur la rapidité, elle aura tout intérêt à avoir des muscles développés et puissants avec un entraînement qui se focalisera bien plus sur la réactivité et l'explosivité pour l'emmener le plus rapidement possible d'un point A à un point B sur de courtes distances. Et c'est pour cette raison qu'on ne verra jamais un Usain Bolt avec le corps d'un Kipchoge et vice versa. Alors bien sûr, en s'entraînant très dur dans les deux disciplines, on pourrait devenir meilleur sprinter que des athlètes moyens d'endurance et plus endurant que certains sprinters. Et certes, ça fera de vous un athlète, mais probablement jamais un champion. Et si dans cet exemple, je vous ai opposé l'endurance au sprint, j'aurais très bien pu le faire avec le culturisme et l'haltérophilie, où l'un vous donnera un physique d'athlète, sans vraiment l'être, et l'autre fera de vous un athlète puissant à l'allure d'un mec qui n'aura jamais les yeux plus gros que le ventre. Donc pas de secret, pour devenir le meilleur dans son domaine, il faudra alors s'entraîner exclusivement pour son sport. Un Baki énorme, sec, combattant de MMA et haltérophile est probablement impossible à combiner à un tel niveau. Donc si un Yujiro Hanma débarquait dans notre monde et qu'il faudrait choisir une personne pour le combattre, il y a fort à parier que cette personne, en plus d'exceller dans les arts martiaux, serait dotée d'un physique loin d'être aussi tracé que dans l'animé, mais serait soit très imposant et puissant, soit très léger et agile. Car dans un combat, à niveau égal, la technique vaudra toujours plus que la force pure. Sauf si le combattant a plus de 100 ans bien sûr. Dans la saison 1 de Baki, on le suit dans son tout premier vrai défi alors qu'il n'a que 13 ans, combattre le démon singe. Pour y arriver, il suit un entraînement pour s'améliorer au combat et un autre de musculation. Le tout associé à une alimentation très riche pour permettre à son corps de construire du muscle. Et mine de rien, de cet entraînement qui paraît complètement irréel, il y a plein de choses super intéressantes à retenir. Déjà on le sait, le but de Baki est de devenir plus fort que son père, l'homme qu'il méprise le plus au monde. Pas de chance, cet homme, qu'on surnomme l'ogre, est aussi la créature la plus forte sur Terre. Pour espérer le rattraper, le chemin sera long, mais Baki l'a très bien compris en gardant son objectif ultime en tête qu'il coupera de sous-objectifs, dont le premier, tuer le roi démon comme son père l'avait fait des années plus tôt. Un entraînement qui permet donc une amélioration progressive et dont il sera facile de suivre l'évolution grâce à ses repères bien précis.
Et à l'image de Baki, qui vise le titre de créature la plus forte du monde, dans notre monde, il existe des objectifs presque aussi ambitieux et obligent de passer par cette même méthode de sous-objectifs pour pouvoir y arriver à un bon rythme, mais surtout sans brûler des étapes qui risqueraient de mener au surentraînement et conduire, dans le meilleur des cas, à la blessure et dans le pire, à l'abandon. Pour son entraînement en musculation, l'idée est la même, mais cette fois-ci avec une notion essentielle dans tout programme qui se respecte, la charge progressive. Et l'histoire qui permet de mieux la visualiser, c'est la légende de Milo de Crotone. Milo était un athlète grec légendaire du 6e siècle avant notre ère et réputé comme étant l'homme le plus fort du monde. Selon la légende, il faisait une chose qui petit à petit et jour après jour le fera entrer dans l'histoire. À l'image de Baki, alors qu'il n'était qu'un enfant, il voulait devenir l'homme le plus fort au monde. Et tous les jours, il avait l'habitude de porter sur ses épaules un bébé veau. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, le veau est devenu taureau et Milo de Crotone avait lui aussi développé une carrure et une force légendaires. Vous l'aurez compris, une fois que le corps est habitué à porter une charge, il n'a plus aucune raison de développer sa force et il stagne. L'idée est alors de défier son corps à repousser ses limites et le forcer à toujours s'adapter en conséquence. Avant de passer à la partie suivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Ça prend littéralement un clic pour vous et pourtant ça aidera énormément la chaîne à se développer et à moi de continuer à vous faire des vidéos. Alors abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche surtout. Alors ok, on vient de voir que Baki a un bon entraînement de musculation dont on devrait même s'inspirer dans la réalité. Mais repousser ses limites dans le but de prendre du muscle n'est vraiment que le commencement. Et ça, Baki l'a bien compris. Dans la saison 1, on peut le voir s'entraîner de façon hyper intensive, comme s'il cherchait à se mettre dans une sorte de transe. Pour y arriver, il pousse son corps à faire des exercices à haute intensité pendant un très long moment. Arrivé à un certain point, on le voit même être dans une sorte d'extase qui semble lui faire se sentir beaucoup mieux. Et non, ce n'est pas un super pouvoir, puisque nombreux sont les coureurs amateurs qui tentent d'atteindre cet état bien réel et qu'on appelle l'euphorie du coureur. En atteignant cet état, on arrive à un point où on peut continuer à entraîner son corps et à surmonter les barrières de douleur qui nous auraient autrement forcés à s'arrêter. Comme c'est ensuite expliqué dans l'animé, tout ça est possible grâce à l'endorphine, qui a justement pour effet d'inhiber les sensations de douleur et de fatigue, nous permettant de continuer à s'entraîner toujours plus. Malheureusement, on n'est pas tous égaux et si pour certains sportifs entrer dans cet état est quelque chose qu'ils arrivent à faire à chaque fois, d'autres n'en feront l'expérience qu'une fois de temps en temps et certains ne le connaîtront jamais. Le mot endorphine est dérivé de deux mots, endogène et morphine, ce qui s'explique par le fait que les endorphines agissent sur les mêmes récepteurs que ceux sur lesquels la morphine agit. Ces récepteurs à morphine sont présents dans tout le corps, comme par exemple dans la moelle épinière. Et quand ils sont activés, les signaux de douleur censés arriver au cerveau sont annulés, ce qui permettrait, comme on le dit, de se battre jusqu'à la mort. Alors dans l'animé, on a l'impression limite qu'il est en extase à chaque fois qu'il a une libération d'endorphines, et bien que ce soit un peu abusé, ce qui est vrai, c'est qu'il a aussi été démontré que les endorphines boostent la sécrétion de dopamine dans notre système. Cette même molécule qu'on surnomme la molécule du plaisir et qui explique pourquoi on se sent si bien après une séance de sport. Bon, par contre, cette potion magique est un peu à double tranchant, parce que bien qu'elle permette de se sentir bien, d'éliminer la douleur et de s'entraîner encore plus, faudrait pas croire qu'elle a le pouvoir de vous immuniser non plus. Le pire est que dans certains cas, on pourrait même en devenir addict et en cherchant toujours à atteindre cet état, le risque est de faire toujours plus d'exercices. Alors en apparence, ça ne semble pas si grave que ça, mais le problème est qu'après un exercice, le corps a besoin de temps pour se développer et se réparer. Et si vous ne vous reposez pas suffisamment et que vos muscles ne se réparent pas, eh bien le risque, c'est la blessure, une des pires choses pour un athlète. Alors, arrivé à ce moment de la vidéo, c'est exactement ici que je vous conseillerais vraiment de ne pas prendre exemple sur l'entraînement de Baki. Du moins, si vous voulez éviter la mort. Pour devenir un vrai grappleur, Baki doit surmonter la peur qui le sépare de la vraie force en se forçant à sauter du haut de cette falaise. Et accessoirement, de vivre ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Concrètement, les expériences de mort imminente sont des moments que certaines personnes vivent lorsqu'elles frôlent la mort et parfois même quand elles sont déclarées mortes. Les personnes qui les vivent décrivent des phénomènes très difficiles à expliquer rationnellement, comme une sensation de quitter son corps physique, de voir sa vie défiler devant soi, l'apparition de la fameuse lumière au bout du tunnel, voire de rencontrer des entités qui ne sont pas physiquement présentes. Lorsqu'elles reprennent conscience, ces personnes sont souvent profondément transformées par ce qu'elles viennent de vivre, et à juste titre. Donc oui, il y a de nombreux récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, mais y a-t-il une explication scientifique dans tout ça? Alors bien qu'il y ait eu énormément de témoignages dessus, il n'y a
a actuellement aucun consensus scientifique sur les expériences de mort imminente. Maintenant que c'est dit, certains pensent qu'avant de mourir, la réduction du flux sanguin vers le cerveau pourrait y être pour quelque chose. À mesure que l'on perd lentement conscience et notre vision, on pourrait avoir l'impression de voir à travers un tunnel, ce qui expliquerait la description d'une lumière au bout du tunnel. En ce qui concerne le fait que notre vie défile devant nos yeux, certains pensent que la première partie du cerveau a manqué de sang est la région qui contient nos souvenirs justement. Ce qui veut dire qu'en voyant notre vie défiler, ce qu'on observe en réalité, c'est notre cerveau qui se met hors service. Mais après avoir repris connaissance, Baki est capable de gérer sa chute en l'amortissant agilement, le tout dans une scène qui semble s'écouler au ralenti pour lui. Et c'est quelque chose que vous avez probablement vous-même déjà vécu. Alors peut-être pas en sautant du haut d'une falaise, mais sûrement au moment de faire tomber un objet au sol par exemple. Alors pourquoi le temps semble ralentir lorsqu'il y a un danger ? Pour moi, le temps est une des choses les plus fascinantes de notre univers. Comme vous le savez sûrement déjà, en physique, le temps est relatif. Mais on sait aussi qu'il l'est au niveau biologique. On en avait parlé dans l'épisode sur le Sharingan, mais chaque espèce animale a sa propre perception du temps, avec les tortues par exemple, qui le voient défiler 2 fois plus lentement que nous, et 4 fois plus rapidement que nous pour les mouches. La rapidité à laquelle notre cerveau perçoit les images est due à ce qu'on appelle le seuil critique de fusion du papillotement. Et il est différent d'une espèce à une autre. Dans cette même idée, et c'est de la pure spéculation, mais il se pourrait que l'effet du ralentissement du temps dans un moment de danger soit dû à l'augmentation du seuil critique de fusion du papillotement pendant un très court instant, ce qui permettrait une perception de notre environnement plus détaillée et riche en informations, nous donnant l'impression d'un temps qui défilerait plus lentement. Ce qui est sûr, c'est que contrôler un tel état permettrait à Baki de gagner considérablement en réflexe, lui donnant un sérieux avantage face à ses adversaires. Mais l'autre avantage à se placer dans une position de mort imminente, c'est de forcer son corps à se mettre en état fuir ou combattre. Un état dans lequel la légende raconte qu'une mère a été capable de soulever une voiture pour sauver la vie de son bébé coincé en dessous. Légende urbaine ou pas, il est vrai que dans cet état, les sens sont tout aussi accrus que la force. Et c'est justement sur ça que Eddie Hall, l'homme le plus fort du monde en 2017, s'est basé pour battre le record du monde et soulever 500 kilos au soulevé de terre. Il disait que pendant qu'il était à la salle de sport, son entraînement ne donnait pas vraiment de résultats jusqu'à ce qu'il aille chercher de l'aide auprès d'un psychiatre et d'un hypnothérapeute. Ce qu'ils ont fait, c'est tromper son cerveau pour lui permettre d'accéder à l'état fuir-combattre. Eddie Hall disait qu'il devait imaginer qu'il soulevait ce poids comme s'il sauvait ses enfants, ce qui lui a donné l'énergie, la motivation et l'activation de sa réaction de combat-fuite pour réaliser l'impossible. Une preuve de plus que l'entraînement de Baki a beaucoup de vrai, et ce qui est d'autant plus surprenant qu'il explore de nombreuses pistes aux limites de ce que la science peut nous apprendre. Ce qui est sûr, c'est que si Baki avait accès à la salle de contrôle de la gravité dans Dragon Ball, il aurait sûrement déjà surpassé le niveau de son père Yujiro. Surtout quand on connaît les effets qu'un tel endroit a sur le corps humain. Et pour découvrir ce que ça fait que de s'entraîner dans la salle de la gravité et quelles seraient les limites du corps humain, je vous invite à cliquer sur cette vidéo dès maintenant pour le découvrir. Et si vous avez envie de discuter de cette vidéo ou des autres vidéos de la chaîne avec la communauté, alors c'est sur Discord que ça se passe. Je vous ai mis le lien en description et je suis sûr que vous serez très bien accueillis. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.